Mon cher ami, tu m'écris que certains esprits ne répondent jamais lorsqu'on les appelle frontalement, qu'il faut parfois leur parler comme autrefois, avec patience, avec de l'encre et du silence. Alors j'ai essayé. Je t'écris depuis cette pièce où les mondes se frôlent encore. Les livres sont ouverts, les cartes sont prêtes. Et ce soir, je t'invite pour visiter les plaines sauvages d'un autre rêveur, un homme qui écrivait des batailles pour survivre aux siennes, un homme qui préférait les âges oubliés au monde moderne. Robert Irvine Howard. Cher ami, les lettres c'est bien mais c'est lent. Et ma dyslexie n'arrangera rien. C'est même pour ça qu'on a inventé l'écrit-phare. Comment puis-je t'aider? Les gens à leur technologie, plus aucune forme de poésie. Attends, je te reprends, je termine les présentations pour la bobine. Il y a des auteurs qui inventent des monstres et d'autres qui inventent des héros pour ne pas sombrer. Ce soir, nous allons invoquer un de ceux-là. Si les vents du Texas portent encore votre nom, Robert E. Howard, esprit des âges hyperboréens, esprit, es-tu là? On connaît le barbare, on connaît l'épée, on connaît la légende. Mais Robert E. Howard, le connaît-on dans l'ombre de sa création? Robert E. Howard était un correspondant du Maître de Providence, un compagnon d'encre, un ami proche, fidèle, un esprit libre gravitant autour de celui que nous avons déjà appelé ici, maintes fois. Mais contrairement à d'autres auteurs de son cercle, Howard ne regardait pas l'horreur dans les étoiles. Il la regardait dans l'histoire, dans le sang des civilisations, dans la lutte permanente entre la sauvagerie et ce que nous appelons la civilisation. Ce soir, il ne s'agira pas de seulement parler de Conan le barbare, dont il est le père. Il s'agira de comprendre pourquoi un jeune homme du Texas, vivant loin des grandes capitales littéraires, a réussi à créer une figure devenue universelle. Pourquoi ces héros vivent encore alors que lui s'est tué si tôt? Car avant les mythes, il y a toujours une vie. Avant les légendes, il y a toujours une blessure. Et parfois, les récits que nous aimons le plus sont écrits pour survivre à des choses que nous ne voyons pas. Bienvenue à New Providence. Je suis Mara Laraona et je serai votre guide tout au long de notre visite. Je te reprends juste après la biographie. C'était très bien par lettres. Qu'est-ce qu'il a contre les lettres? Fichu moderne. Robert Irvine Howard est né le 22 janvier 1906 à Pister, au Texas. Dans une Amérique encore jeune, marquée par l'expansion et l'instabilité. Son père, Isaac Mordecai Howard, est médecin de campagne, et la famille suit ses affectations au gré des opportunités professionnelles. L'enfance de Robert se déroule ainsi, dans une succession de petites villes texanes liées au boom pétrolier du début du XXe siècle. Ces déménagements constants empêchent un véritable enracinement. Les paysages changent, les communautés se renouvellent sans cesse, et le jeune Howard grandit dans un sentiment constant de déracinement qui nourrira plus tard son imaginaire de civilisation éphémère et des mondes en perpétuelle mutation. Très tôt, il développe une passion intense pour l'histoire et les récits de peuples anciens.
Il s'intéresse particulièrement aux cultures celtiques, aux guerres antiques et aux figures de conquérants. Lecteur vorace, il absorbe poésie, récits historiques et littérature d'aventure avec une avidité peu commune. L'écriture apparaît très vite comme une nécessité et non pas seulement comme un simple loisir. Adolescent, il remplit des cahiers entiers d'histoires, de poèmes et de fragments mythologiques, construisant instinctivement des univers où la force, l'honneur et la survie occupent une place centrale. Mais cette créativité s'accompagne d'une sensibilité profonde. Howard entretient une relation extrêmement étroite avec sa mère, Esther Jane Howard, femme cultivée et encourageante, mais dont la santé décline progressivement à partir des années 1910. Atteinte de diverses maladies chroniques, elle passe de longues périodes alitée. La maison familiale devient un espace dominé par la maladie, l'inquiétude et l'attente. Robert, enfant unique, développe avec elle un lien fusionnel plein d'affection, de dépendance émotionnelle et d'un profond sentiment de responsabilité. Cette proximité constante avec la souffrance et la perspective de la mort marque durablement sa vision du monde. Les témoignages de ses lettres et de ses proches décrivent un homme avec de fortes variations émotionnelles. Période d'enthousiasme créatif intense, suivie de phases de découragement profond. Sans poser de diagnostic rétrospectif définitif, plusieurs chercheurs actuellement définissent ce qu'il vivait comme des épisodes dépressifs ou tout du moins un trouble de l'humeur. À son époque, cependant, la santé mentale demeure très largement incomprise et encore plus rarement prise en charge. L'expression émotionnelle masculine passe très peu par la parole. Elle trouve souvent refuge ailleurs. Pour Howard, ce refuge devient l'écriture. Écrire lui permet de canaliser ses tensions intérieures, mais aussi d'explorer une philosophie personnelle du monde. Dans ses essais et sa correspondance, il développe une réflexion récurrente sur le cycle des civilisations. Selon lui, toute civilisation naît dans la vigueur, atteint un sommet, puis décline sous le poids du confort et de la sophistication. Cette opposition entre barbarie et civilisation ne relève pas d'une fascination pour la violence, mais d'une quête d'authenticité. La barbarie représente, à ses yeux, une forme d'honnêteté primitive, un état où l'individu agit sans les masques sociaux imposés par la modernité. Au début des années 1920, Howard commence à vendre ses textes au magazine Pulp. La publication dans Weird Tales, dont j'ai souvent parlé, marque un tournant. Il a un espace d'expression régulier et un réseau d'auteurs qui partagent sa fascination pour l'étrange et l'imaginaire. C'est dans ce contexte qu'il entame une correspondance nourrie avec des auteurs, dont Howard Phillips Lovecraft. Leurs échanges deviennent rapidement denses et passionnés. Ils débattent d'histoire, de philosophie, de barbarie, de civilisation et de destin de la culture humaine. Ces lettres révèlent un Howard intellectuellement curieux, argumentatif et parfois fougueux, très loin de l'image simpliste du conteur d'histoires brutales. Malgré ses succès relatifs dans les pulps, la stabilité financière reste fragile. Howard habite encore à Cross Plain, auprès de ses parents, partagé entre reconnaissance professionnelle croissante et isolement. La santé de sa mère continue de se détériorer et cette situation semble peser de plus en plus sur son équilibre psychique. En juin 1936, après des années de déclin physique, Esther Howard plonge dans un coma dont les médecins disent qu'elle ne sortira probablement jamais. Le 11 juin, après avoir appris la fin imminente, Robert Erwin Howard se rend dans sa voiture, garée devant la maison familiale, et se tire une balle dans la tête. Il meurt le lendemain, à l'âge de 30 ans. Les raisons de son acte sont impossibles à réduire à une seule cause. Les historiens évoquent généralement une convergence de plusieurs facteurs.
l'épuisement émotionnel lié au prolongement de la maladie de sa mère, une dépendance affective profonde, une vulnérabilité dépressive très probable, ainsi qu'un sentiment d'impasse personnelle et existentielle. Ces lettres montrent un homme conscient de ses propres fragilités, mais aussi intensément attaché aux personnes qu'il aime. La disparition imminente de sa mère semble avoir représenté une rupture psychologique qu'il n'a pas pu envisager de traverser. Il laisse derrière lui une œuvre abondante, écrite en à peine une décennie. Et peut-être cette idée que certains héros ne naissent pas du désir de conquérir le monde, mais de la nécessité de continuer à vivre malgré lui. Lorsque Robert E. Howard crée Conan, au début des années 1930, la fantasy moderne n'existe pas encore comme un genre structuré. Les récits d'imaginaire héritent principalement des contes merveilleux, de la mythologie ou des romans chevaleresques. Les héros y sont souvent nobles, guidés par une destinée ou porteurs d'une morale claire. Howard introduit une rupture radicale avec cette tradition, en imaginant un protagoniste qui ne doit rien à la noblesse, ni à la destinée. Conan n'est ni élu, ni chevalier, ni sauveur du monde. Il est un homme confronté à un univers hostile. Et sa première qualité n'est pas la vertu, mais la capacité à survivre. Le personnage apparaît pour la première fois en 1932 dans Weird Tales, avec la nouvelle The Phoenix on the Sword. Howard écrit alors à un rythme extrêmement soutenu, produisant récit après récit pour répondre aux exigences économiques des magazines pulp. Pourtant, ces lettres révèlent un rapport particulier à son personnage. Il explique à plusieurs reprises qu'il a l'impression de ne pas vraiment inventer Conan, mais de le voir agir. Comme si l'histoire se déroulait d'elle-même et que son rôle se limitait à la retranscrire. Cette sensation, fréquente chez les écrivains immersifs, traduit l'intensité avec laquelle Howard projette ses idées et ses tensions personnelles dans ce personnage fictif. On n'est jamais tranquille. En même temps, Conan est arrivé dans les rêves d'Howard et lui a dit, je cite, « Écris et ne bouge pas d'un poil, et si tu ne fais pas exactement ce que je demande, je te coupe en deux d'un coup. » Ça soigne la page blanche, ça. Tu y crois vraiment, toi, à cette histoire ? Non, mais je pense que c'est plus complexe que ça. Cette sensation qu'Howard a de devoir agir Conan plutôt que de l'inventer. Howard en parle lui-même dans ses lettres et c'est plus précis que ce que l'idée reçue en a retenu. Ouais, parce que là, on touche à quelque chose qui a été vraiment mal raconté pendant des décennies. Les légendes urbaines ont la dent dure. Il y a deux naissances à cette fameuse légende sur le Conan, âme vengeresse. Il y a une lettre adressée à Clark Ashton Smith où Howard écrit que Conan a pris une possession complète de son esprit et qu'il avait évincé tout le reste. Il dit qu'il n'arrivait même plus à écrire autre chose. Quand il essayait délibérément, il ne pouvait pas. Mais il y a aussi le documentaire de John Milius, scénariste et réalisateur du premier Conan le Barbare. Dans le documentaire making-of du film, nommé Conan Unchained, où les racines de ce récit prennent leur marque. Il joue beaucoup sur un portrait flou de Robert E. Howard comme étant un fou imaginant un Conan tortionnaire, l'obligeant à écrire chaque nuit comme motivé par sa peur du barbare. Ouais, un scénariste hollywoodien qui veut vendre son film. Pas une archive historique. Comme les réalistes de ta dimension sont innovants. Alors qu'en réalité, on a encore des millions de pages de brouillons de Conan qui existent encore aujourd'hui. La seule folie d'Howard était qu'il travaillait énormément ses textes. C'était un professionnel qui écrivait vite parce que les pulps le payaient à la ligne. Pas parce qu'un barbare huilé le tenait en joue avec sa grosse hache à deux mains. Est-ce que Victor Hugo était menacé par l'âme de Jean Valjean du coup ? Qui sait, il suffit que Hugo ait fait une séance de spiritisme. J'ai eu de superbes discussions avec lui.
Et Valjean avait besoin d'une plume. Mais oui, on a une lettre de la vraie naissance de Conan. C'est Alvin Alperi, dont il était correspondant, qui a écrit il a simplement surgi, complètement formé du néant, et m'a mis au travail pour raconter les sagas de ses aventures. Et pour revenir à la lettre, il dit aussi « Je n'essaye pas de l'expliquer par des manières ésotériques ou occultes ». Ce qui veut dire qu'il était conscient que la formulation qu'il utilisait, possession et voir agir, pouvait prêter à interprétation. Sauf que moi, j'entends possession et je retiens possession. Ce mécanisme qu'il décrit, subconscient, personnage qui prend le dessus, incapacité à écrire autre chose pendant des semaines. C'est une expérience que beaucoup d'écrivains très immersifs décrivent. Le personnage devient plus réel que le processus de création même. Mais Howard, lui, le vivait dans une forme d'intensité particulière qui tenait aussi à sa propre psychologie, à son isolement au Texas, à la pression économique des pulps. Ouais. Ou alors c'est le spiritisme. Le spiritisme n'existe pas. Mais si, c'est le spiritisme. T'as dit toi-même. Possession complète de son esprit. C'est Howard qui le dit. Moi, j'y suis pour rien. C'est une métaphore. On va voir. Une métaphore ou un aveu? Si t'es si sûr de toi, on n'a qu'à invoquer Conan et lui demander directement. Je pense pas que ça fonctionne comme ça et on n'a même pas de médium pour une séance. On verra. Pour accueillir Conan, Howard conçoit l'âge iborien, une période imaginaire située entre la chute de l'Atlantide et les débuts des civilisations connues. Loin d'un simple décor exotique, cet âge fictif constitue une véritable construction pseudo-historique. Howard rédige même un essai, The Iborian Age, afin de donner une cohérence géographique, culturelle et migratoire de son monde. Il y transpose sa vision cyclique de l'histoire. Les civilisations émergent de peuples forts, prospèrent, se raffinent, puis s'affaiblissent avant d'être remplacées par de nouvelles forces venues des marges. Dans cette philosophie, la barbarie n'est pas synonyme de brutalité aveugle. Elle représente un état d'existence plus direct, plus instinctif, débarrassé des artifices sociaux et des illusions de supériorité culturelle. Conan incarne cette idée. Bien qu'il soit guerrier, voleur ou mercenaire selon les récits, il agit selon un code personnel fondé sur la loyauté immédiate, la liberté individuelle et une perception lucide de la nature humaine. Il n'idéalise ni les royaumes ni les institutions, qu'il considère souvent comme corrompues et décadentes. Cette vision reflète les préoccupations personnelles de Howard lui-même. Dans sa correspondance, il développe longuement l'idée que la civilisation porte en elle les germes de son propre déclin. Une pensée autant influencée par ses lectures historiques que par son observation du monde moderne, et qu'il ferait mentir. Conan devient donc l'incarnation narrative de ces idées. Un homme capable de traverser les ruines des empires sans jamais se laisser définir par eux. Contrairement aux héros moraux traditionnels, Conan n'est pas irréprochable. Il tue, vole, désire, doute parfois. Mais cette imperfection constitue exactement sa force littéraire. Howard lui confère une humanité immédiate. Physique, presque viscérale. Les combats ne sont pas seulement des spectacles d'action, ils deviennent des affirmations d'existence face à un monde instable. Survivre, avancer, continuer, voilà la véritable victoire. L'écriture de Conan coïncide avec une des périodes d'écriture les plus productives, mais aussi les plus tendues de la vie de Howard. Le personnage semble porter une vitalité que le créateur peine parfois à maintenir dans sa propre réalité. Là où Howard exprime dans ses lettres des doutes, des inquiétudes et des sentiments d'enfermement, Conan avance sans hésitation. C'est certainement cette sincérité fondamentale qui explique la longévité du personnage. Conan ne représente pas un idéal inaccessible. Il incarne une pulsion universelle, celle de rester debout dans un monde incertain.
Plus qu'un simple héros de fantasy, il devient une figure mythique moderne, à la fois héritier des guerriers antiques et reflet des inquiétudes modernes du XXe siècle naissant. Conan le barbare apparaît comme une réponse existentielle, une manière pour Howard d'explorer, par le récit, la question la plus ancienne qu'il soit. Comment vivre librement dans un monde condamné à changer et disparaître. On associe aujourd'hui, presque instinctivement, le mythe de Cthulhu au seul nom d'Howard Phillips Lovecraft. Pourtant, dès son origine, cet univers ne s'est jamais construit dans l'isolement. Il naît au contraire d'un réseau d'échanges entre des écrivains publiant dans les magazines pulp des années 1920 et 1930. Un cercle informel où les idées, les créatures et les références circulent librement. Robert E. Howard en devient l'un des participants les plus actifs. La relation entre Howard et Lovecraft se développe grâce à une correspondance abondante. Comme j'ai déjà dit, leurs lettres abordent l'histoire, la philosophie, l'évolution des civilisations, mais aussi leurs visions respectives de l'horreur et du destin humain. Ces échanges ne relèvent pas de la simple amitié littéraire. Ils constituent un véritable laboratoire d'idées. Lovecraft y expose son cosmicisme, une vision d'un univers ancien, immense et indifférent à l'humanité, tandis qu'Howard répond dans une sensibilité différente, plus incarnée, plus tournée vers l'individu confronté physiquement au monde. Cette influence réciproque se manifeste directement dans leurs œuvres. Howard introduit dans plusieurs récits des éléments qui viennent du corpus lovecraftien, des divinités anciennes, des cultes préhumains, des grimoires interdits et des forces intérieures à l'humanité. Des nouvelles comme The Black Stone, The Children of the Night ou The Thing on the Roof témoignent clairement de cette proximité thématique. On y retrouve évidemment des références explicites au Necronomicon, ainsi que des entités appartenant au panthéon partagé qui se forment progressivement entre les auteurs publiant chez Weird Tales. Le pire, c'est qu'Howard a écrit à Lovecraft pour le corriger. Il avait lu une nouvelle de Lovecraft dans Weird Tales et avait relevé une erreur linguistique. L'éditeur a transmis la lettre et c'est parti de là. Comme disait Balzac, le malheur a cela de bon qui nous permet de connaître nos vrais amis. Je disais, cependant, Howard ne se contente jamais de simplement imiter Lovecraft. Il adapte ses concepts à sa propre vision narrative. Là où l'horreur lovecraftienne se place plutôt dans la révélation paralysante de l'insignifiance humaine face au cosmos, Howard, lui, conserve une perspective un peu plus héroïque. Ses protagonistes peuvent être terrifiés, blessés ou dépassés, mais ils agissent. Ils combattent, fuient ou tentent de détruire ce qui menace le monde tangible. L'inconnu cosmique demeure effrayant, mais il n'annule pas complètement la capacité humaine à résister. L'expert a des choses à dire ? On associe le mythe à Lovecraft presque exclusivement, mais Howard a créé de toutes pièces l'un des grimoires les plus importants du mythe, l'Unaus Prachlichen Kulten, le livre noir, l'œuvre du mystérieux Friedrich von Junst. C'est Howard qui l'invente et puis Lovecraft le cite dans ses propres textes, et c'est même lui qui cherche une traduction allemande convaincante pour le titre. Howard avait juste écrit ça comme Nameless Cults. Bon, et maintenant t'es en train de me dire que cet homme qui baigne au milieu des grands anciens, les cultes interdits, les grimoires interdits, et qui a lui-même décrit une possession complète de son esprit... Mais ça a rien à voir. Et ne va pas où tu penses aller. Je vais exactement où je pense aller. On invoque REH. Robert E. Howard, nous t'invitons à nous rejoindre. Esprit, tu es avec nous, il est temps de montrer ton vrai visage. Mais je te l'ai déjà dit, on n'a pas de médium. Laisse-moi plutôt te parler du... Ce rêve... était-ce l'hyperborée ? Alors, non,
C'était la mort. C'est joli, hein? Quoi? Ça fait toujours ça la première fois qu'ils reviennent à la vie la première fois. Oui, vous êtes vivant-mort? Mort-vivant? Bref, là, vous êtes dans le corps de Red Eagles. L'aigle rouge. Quelque chose comme ça. Où êtes-vous? Ah, dans une autre dimension, et on discute par un cri phare. En vrai, à l'occasion, on se prendra une tasse de café. Ça serait trop long à expliquer. Je vous demande juste un petit instant. Bon, cette divergence ne traduit pas une opposition, mais une complémentarité philosophique. Lovecraft explore l'effondrement des certitudes humaines face au cosmos. Howard s'intéresse à la réaction humaine face à ces effondrements. L'un contemple le vertige cosmique, l'autre observe la volonté de survivre malgré lui. Ensemble, ils élargissent les possibles de l'horreur moderne en lui donnant deux directions simultanées. La terreur métaphysique et la confrontation héroïque. Le plus remarquable, c'est probablement comment cette collaboration s'est construite sans plan préalable. Aucun manifeste, aucune structure officielle ne régisse leurs échanges. Les auteurs partageaient spontanément des noms, livres fictifs et divinités, créant peu à peu un univers interconnecté, bien avant que la notion moderne d'univers partagé n'existe. Des précurseurs. Ce processus collectif transforme peu à peu le mythe en quelque chose de plus grand, capable de survivre à ses créateurs. La participation au mythe de Cthulhu d'Howard, c'est pas simplement un petit partage comme ça. Elle relève d'un dialogue créatif rare, où deux visions du monde différentes se rencontrent sans se neutraliser. Le mythe n'est plus juste un espace individuel de création, mais un espace d'échange, de co-création, bref, un univers à part entière. Comme deux pays, comme deux civilisations qui sont voisines et coexistent. Certains devraient en prendre de la graine. Robert Ervin Howard meurt en juin 1936. À seulement 30 ans. Il quitte le monde sans savoir que ses récits traverseront les décennies, sans imaginer que ces pages écrites dans une petite ville du Texas deviendraient les fondations d'un imaginaire mondial. Il n'a connu ni reconnaissance durable, ni postérité consciente, seulement l'urgence d'écrire, jour après jour, comme si chaque histoire devait être la prochaine ou la dernière. Et pourtant, de cette vie brève, est née une figure que le temps n'a jamais vraiment réussi à faire disparaître. Howard n'a pas seulement créé un barbare au physique plus qu'attrayant, mais il a donné une forme à une idée ancienne, voisine du cosmicisme Lovecraftien, celle de l'être humain confronté à un monde plus vaste que celui-ci, incertain, parfois brutal, et malgré tout, digne d'être affronté. Monsieur Howard ? Vous êtes là? Vos récits parlent d'épées, de créatures et de royaumes oubliés, n'est-ce pas? Mais sous le bruit des batailles se cache autre chose. La vulnérabilité d'un homme qui cherche sa place, la peur du déclin, le refus silencieux de céder totalement au désespoir. Votre Conan, il ne triomphe pas parce qu'il est invincible. Il avance parce qu'il continue de vivre, simplement. Alors, j'aurais donc survécu au néant. Désolé, j'ai dû me cogner. Donc, on parlait du Unausprechlichen Kulten, et comme je disais, le livre a une phrase plutôt intéressante. Pas la peine, je pense que j'ai ce qu'il faut. Merci, Red. De rien. Et du coup, thé ou café? Après tout ça, j'ai besoin d'un café. Je te reprends juste ensuite. Là est le véritable héritage de Howard. Ce n'est pas la glorification de la force, mais l'affirmation fragile de l'existence. La conviction que, même dans un univers indifférent, l'acte de se lever, d'agir, de choisir sa route, possède encore du sens. Les voix retournent au silence dont elles sont venues. Robert E. Howard, si quelque chose de vous a traversé ce seuil ce soir,
alors que le vent vous ramène désormais vers vos plaines anciennes, que les âges hyperboréens retrouvent leur sommeil. L'esprit peut repartir, mais quelque part, entre l'histoire et le mythe, un homme marche encore, libre, sans couronne ni royaume, seulement guidé par sa propre volonté d'exister. Et peut-être est-ce pour cela que nous continuons à raconter ces histoires. Et on se dit, à la prochaine fois. Bon, et le café, tu vas me l'envoyer par quelle autre machine du diable? Le diable n'a rien à voir avec ça. L'humain, par contre, oui.